Eh bien, on reçoit du coup aujourd'hui Sanda, animateur sur pas mal d'animés qu'on vous a cités sûrement précédemment dans le live. Bonjour Sanda, bienvenue. Salut. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, merci à toi. C'est nous, on a de la chance de t'avoir, c'est pas toi qui as de la chance de venir. Alors, est-ce que tu vas bien d'abord? Tu vas bien? Ça va tranquille et vous? Ouais, tranquille BG. Alors, aujourd'hui, on te reçoit pour pas mal de choses. Bien sûr, il y a la quête de Dai qui vient de commencer un peu partout dans le monde. Tu travailles sur pas mal d'autres animés comme One Piece, entre autres. Ouais. Il y a eu aussi Jojo, SNK, ce genre de choses. Présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans et je bosse dans l'anime japonaise depuis mes 21 ans, je crois. Ouais. Ok. 21 ans. Et là, je bosse à OLM. Dans le studio OLM, c'est le studio qui fait Pokémon, en gros. Yokai Watch et ce genre de trucs. Et sur mon temps libre, je bosse en freelance pour la Toei et d'autres studios. En gros. Et donc là, tu travailles actuellement sur l'anime de Pokémon, la dernière saison? Ouais. Quasi tous les jours. Un peu sur le film aussi. Ah, le film Coco? Coco, ouais. J'ai reçu quelques... Et pas fini encore le film? Il n'est pas fini encore. Ah oui, c'est pour ça qu'il a été repoussé, parce qu'il devait sortir il y a un moment, non? Ouais, mais avec le Covid, ça a été décalé. Ouais. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure un peu de comment la pandémie, ça a affecté ton taf. Mais du coup, comment... Donc ça fait 4 ans que tu es animateur dans l'animation japonaise, donc que tu es au Japon. Non, parce que oui, là tu es en direct donc, de Tokyo. Comment ça s'est passé? C'est quoi ton parcours un peu? Comment t'en es arrivé là? Raconte-nous un peu. En fait, à la base, j'étais plus sur le manga. J'étais chaud pour faire du manga, mais en fait, si tu veux faire du manga au Japon, c'est assez compliqué parce que faut mettre la culture par cœur et faut parler super bien japonais. Il y a grave de concurrence, donc c'est compliqué. Et donc moi, en France, je faisais une école de infographie multimédia. Et un peu de 3D aussi, pour ceux qui voient. Et à la fin, c'était en 3 ans. Et à la fin des 3 ans, on a un stage à faire pour valider notre diplôme. Et moi, j'avais déjà été une fois au Japon, en fait, en tant que touriste, voir une amie. Et j'avais bien aimé et tout, donc je me suis dit, vas-y, s'il faut faire un stage, autant tenter de le faire au Japon direct, quoi. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation en japonais, au studio directement, à plusieurs studios. Donc il y en a très peu qui m'ont répondu, évidemment. Et il y avait le studio OLM qui m'a dit oui. Du coup, j'ai fait un stage de 3 mois là-bas. Et c'était comme ça que ça a commencé, on va dire. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que genre à la base, t'étais pas spécialisé dans l'animation même. Du coup. Ouais, non. L'animation, en fait, je regardais des animés et tout, mais la passion de l'animation, vraiment de faire de l'anime, c'est venu sur le tas assez tard, ouais. Ah ouais? Genre vers mes 19-20 ans. Juste avant de rentrer en stage, je me suis un peu entraîné et tout, mais sinon, j'avais aucune idée. C'est super intéressant dans le sens où la plupart des gens, c'est plutôt des gens qui voulaient faire ça depuis le début, depuis longtemps, et ce truc. Et toi, c'est l'inverse. Du coup, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue aussi d'un côté. Donc ça, c'est cool. Et du coup, la question qui en découlera. T'as fait quoi comme étude, tu m'as dit? Excuse-moi. Infographie multimédia. Infographie multimédia. Et c'était un stage, c'est ça? T'as commencé par un stage dans ton école. Et ça fait du coup, c'était il y a combien d'années ça déjà? Le stage, je l'ai fait, j'avais 20 ans encore. 20 ans? Ok, d'accord. Okay. Et là, t'as 25 ans? Ouais. 25 ans. Et du coup, ça fait 5 ans à peu près que t'es au Japon, du coup? Ça va faire 5 ans bientôt. Ouais, alors, déjà, première question, peut-être qui n'a peut-être rien à voir avec la vie d'animateur, mais la vie au Japon, tout simplement, quand il vit par rapport à du simple tourisme, est-ce que ça te plaît, la vie là-bas? Comment ça se passe? Ah ouais, moi je kiffe de fou. Je pense que je reviendrai pas en France, honnêtement. Ouais. Mais en fait, moi, plus que l'anime, c'est le pays qui m'a attiré. Moi, je voulais vivre au Japon avant de faire de l'anime. Tout ce qui est animé, manga et tout, j'aime ça, mais moi, c'est plutôt le pays qui me motivait. Parce que si t'aimes pas le pays, même si t'aimes ton métier, c'est pas trop intéressant. Je vois. Je trouve que c'est particulier quand même. Alors, tu nous dis que t'aimes beaucoup le pays. C'est quoi le truc vraiment qui a fait que tu voulais tant que ça venir? Parce que finalement, l'animation, ça a plus été une solution
au fait de venir habiter au Japon qu'un but en soi, presque à la base. Ouais, bah en fait, mais c'est un peu de tout, tu vois, c'est la culture, les gens, il y a beaucoup d'artistes aussi que je kiffe au Japon, quoi. En fait, comme vous, j'imagine, on a tous été élevés aux artistes japonais, en fait. La musique, les animés, mais même les jeux vidéo, il y a plein d'artistes et tout. Et en gros, j'aime bien la patte japonaise avant tout. Et puis voilà, quoi. Ça se retrouve dans le pays, ça se retrouve un peu partout. Donc, c'est un peu un tout, en fait. Ok. Mais du coup, je me demandais, vu que tu disais que tu avais fait une lettre de motivation, du coup, et envoyé sûrement aussi ton CV en japonais, ça veut dire que du coup, tu avais déjà au moins une base de japonais, tu parlais couramment japonais, ou c'est vraiment quelque chose que tu as fait sur le moment pour l'occasion? Non, en fait, j'ai appris en autodidacte, genre 1 ou 2 ans, 1 an avant peut-être. J'apprenais tout seul. Et le dessin, c'est pareil, j'ai appris tout seul parce que dans mon école, on n'apprenait pas vraiment le dessin, tout ce qui est perspective, anatomie, tout ça, enfin, il n'y avait rien, quoi. C'était surtout de la 3D. Du coup, j'ai appris un peu tout seul. Ok, et pour le japonais, c'était dans l'optique justement de te dire un jour je vais aller au Japon, même c'était juste dans le cas où justement t'allais voir ton ami, ou c'était juste par amour du Japon tout court? Bon, un peu de tout. Ok. Mais moi, ça m'étonne carrément ce que tu viens de dire là. C'est le dessin, tu l'as appris tout seul. Genre l'animation, du coup, tu l'as plus ou moins apprise seul aussi. Appris. Genre, enfin, t'es en autodidacte. Le japonais, tu l'as appris tout seul. T'es carrément autodidacte en fait là dans ton métier réellement, parce que du coup, tu me disais, tu faisais beaucoup de 3D et tout dans tes études. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu utilises au quotidien, tu l'as appris seul. Comment ça se passe un peu quand tu arrives au Japon, genre ils te disent t'as pas de diplôme d'animation, t'as pas de diplôme de dessin, t'as pas de diplôme de japonais, et les mecs ils arrivent, il faut salut, je vais faire un stage. Genre, t'es reçu comment, enfin ils le perçoivent comment ça, le fait que justement tu sois vraiment pur autodidacte du coup? En fait, avant déjà j'ai fait un portfolio pour montrer ce que je savais faire. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'au Japon, les Japonais ils commencent assez tôt dans l'animation. Et en fait, on est formé sur place. Ouais, d'accord. C'est ce que Kenarto nous avait expliqué d'ailleurs. Donc, plutôt qu'aller au Japon, tu vois, vers mes 25-26 ans, autant y aller le plus jeune possible. Enfin, c'est ce que je me suis dit, quoi. Autant y aller le plus jeune possible à apprendre vraiment comme les Japonais, quoi. Direct en sortie d'école. Et voilà. Du coup, faut quand même un niveau minimum. Ils vont pas te prendre si tu sais pas dessiner, si t'as pas du tout la patte japonaise. Mais si t'as un peu la patte japonaise, qui voient que tu que tu dessines assez bien, précis et tout, ça peut les intéresser, ouais. Et après, ils te formeront. Et c'est à toi aussi de t'entraîner chez toi, en plus de tes heures de boulot, pour te former. Un entraînement. Et donc, tu as commencé par quoi exactement quand tu es arrivé à OLM? Du coup, tu as commencé par OLM ou un autre studio? OLM. Le stage, c'était OLM. Et en fait, après le stage, je suis revenu en France. Et je me suis dit, allez, je me laisse 1 an et je bosse à fond mon portfolio. Là, j'essaie de m'améliorer, d'apprendre un peu plus de l'anime et tout. Et au bout d'1 an, j'ai repostulé pour les studios japonais. Et t'en as 2-3 qui m'ont dit oui pour être embauché. Dont OLM. En fait, OLM, vu que je connaissais quelques personnes et tout, j'avais déjà des potes. Et même le niveau conditions de travail, c'était mieux en fait. Du coup, j'ai accepté chez eux. Ok, d'accord. Et t'as commencé par quoi exactement au sein du studio? Tu faisais quoi au tout début, genre quand tu... T'étais directement animateur clé ou non, je pense pas. Hein. Ouais, non. Au Japon, tu commences toujours dogaman, c'est-à-dire intervalliste, tout en bas de l'échelle, on va dire. Donc j'ai commencé par ça, j'en ai fait 2 ans. J'ai bossé en premier sur un animé, mais je crois que personne connaît. C'est quoi? Pikai, c'est un truc, un animé pour la NHK. C'est pour les enfants, c'est un truc que personne ne connaît. Et après, juste après, j'ai fait du Pokémon Sun Moon. Mais toujours en doga, en in-between. Enfin, intervalle. Okay. Mais ça veut dire que t'es quand même arrivé vite sur un projet d'ampleur quand même, tu vois. Genre t'as pas... En fait, moi j'étais dans la team Pokémon, c'est-à-dire que à OLM t'as plusieurs teams. Ouais. Et moi mon producteur c'était Kato. Et c'est lui qui s'occupe d'animer Pokémon. Et du coup j'étais dans la team Kato dès le début. Et c'est pour ça que ils m'ont mis sur Pokémon assez vite. Ok.
Oui, D'ailleurs, Vas-y. j'allais dire, justement, donc tu été intervalliste. Intervalliste, c'est un peu connu comme le métier qui est un peu le moins bien payé dans le domaine de l'animation et qui crée beaucoup de précarité. Toi, comment tu l'as vécu d'un point de vue personnel? Est-ce que ça a été difficile le temps que tu étais intervalliste ou chez Olem, par exemple, c'était plutôt cool dans une certaine mesure? Bah, Olem, c'est plutôt cool niveau salaire. Après, niveau charge de travail, ouais, au début, c'était des shows à suivre le rythme et tout. Parce qu'il y a des deadlines tout le temps, en fait. Du coup, il faut rester au studio, il faut aller assez vite et tout. Niveau charge de travail, c'était un peu compliqué, mais niveau salaire, ça allait. Moi, j'ai eu de la chance. Je suppose qu'à l'époque, tu avais pas t'étais assez occupé avec OLM pour pas envisager le freelance à côté, peut-être. Ouais, et puis j'avais pas d'expérience ni rien, quoi. J'apprenais tout, hein. Je suis parti de zéro là-bas, en fait, je savais rien faire. Enfin, je savais dessiner un petit peu, mais genre j'ai dû apprendre pas mal de trucs. Donc ouais, non, les trucs en freelance et tout, c'est venu pas mal d'années après. Et du coup, là, c'était toujours chez OLM. Ouais. Donc pour l'instant, là, tu fais un peu ta carrière là-bas. Ça se passe comment? À quel moment t'as commencé un peu à grimper les échelons? Parce que là, maintenant, sur Pokémon, t'es aussi animateur, t'es devenu animateur clé, je suppose. Ouais. Et comment ça s'est passé un peu? À quel moment est-ce que t'as des petites anecdotes sur la manière de travailler, sur l'animé, enfin, tu vois, genre, comment ça s'est passé ton évolution de carrière, quoi? Bah, en fait, pour passer Genga, donc Keyframe, animateur au Japon, ça dépend des studios, hein, mais dans les gros studios comme OLM, Toei et tout, t'as un examen à passer en fait. Et t'as des conditions à avoir avant. Du coup, fallait que j'ai fait 1 an de Doga, il me semble, et avoir dessiné plus de 4000 frames, donc 4000 Doga, 4000 dessins. C'est pas mal. Et après ça, t'as la chance de pouvoir faire l'examen. Ça dure une journée en fait, et tu dois faire 2 plans de Genga qui durent toute la journée. Et après, ben, vois si t'as un niveau explosé ou si ça peut le faire, quoi. Ah ouais, moi, c'est ça. Hein? C'est genre t'arrives, ils te filent 2 plans, ils te font tu nous les fais pour ce soir et là-dessus on juge, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, et c'est chaud parce que nous, on fait tout le temps du Doga toute la journée et tout, mais le Genga, bon, on n'a pas d'expérience. Pas trop ce que c'est en fait. Du coup, tu es obligé d'apprendre sur ton temps libre aussi. Alors, explique pour les viewers qui connaissent pas forcément la différence entre le Doga et le Genga. Ouais, c'est compliqué. Alors, en gros, dans une animation, tu as les animateurs un peu plus expérimentés qui vont faire les poses clés, c'est-à-dire les dessins principaux, avec le décor. En fait, ils vont mettre tous les éléments principaux dans le plan, c'est-à-dire le décor, la perspective, les persos qui doivent apparaître dans le plan, tout ça, quoi. Et ils font les dessins principaux, mais tu peux pas tout faire toi-même. Du coup, tu as ce qu'on appelle le Doga, et c'est un autre animateur un peu moins expérimenté qui va cleaner les dessins de l'animateur clé. Il va les mettre vraiment au propre, nickel, super propre et tout, et dessiner les intervalles, c'est-à-dire les dessins entre chaque pose clé pour que ça soit un peu plus fluide. En gros, c'est ça. Il y a plus de subtilité et tout, mais bon. Ok. Pour faire simple, c'est ça. Et petite question à la con, mais les 2 Genga que tu devais faire, c'était sur quoi du coup? Pour l'examen, je veux dire. Pour l'examen. Non, mais c'est un peu un truc au pif. Moi, j'avais. C'était quoi déjà? Je sais même plus. En fait, ils prennent des modèles sheets, par exemple, de Pokémon. Ils prennent Satoshi. Ils prennent un décor un peu au pif. Ils te donnent un storyboard. J'avais. C'était quoi déjà? Je vais faire une course. Un perso qui vient en face de la caméra, comme ça. Qui part du fond de la cam et qui vient vers nous en courant. Ok. Et voilà, c'est ça. En gros, tu dessines Satoshi qui vient vers la cam. Et est-ce que ça... Ouais, vas-y. Non, mais donc pour qu'il continue son histoire quand même, donc t'as passé l'examen, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as réussi, je suppose? Moi, je l'ai réussi du premier coup, j'ai eu de la chance. Et du coup... Ce n'est pas de la chance, mon ami, tu dis beaucoup que c'est de la chance, mais je pense pas bien. Vas-y, continue. Et après, j'ai fait du Genga. J'ai eu une petite période de formation d'1 mois. En fait, t'as toujours... Enfin, ça dépend des studios, mais moi, dans mon studio, t'avais un directeur d'animation qui est un pote à moi. Donc, directeur d'animation, c'est un peu l'étape au-dessus du Genga encore. C'est ceux qui vont corriger les frames des animateurs clés. Et en gros, c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience quoi, dans le dessin et tout. Ils sont super forts. Et j'avais un pote qui m'a appris pendant 1 mois à faire du Genga.
à toutes les annotations, comment ça marche, et tout, comment bien comprendre un storyboard, comment bien écrire ta timesheet aussi. Enfin, la timesheet, c'est en gros, c'est une feuille qu'on a où on écrit chaque dessin, combien de temps il va durer à l'écran. Et combien il y a de dessins, tout ça. Si les personnages parlent, il faut écrire le dialogue. À partir de telle seconde, ils parlent, jusqu'à telle seconde. Un peu tout. Les mouvements de caméra, s'il y en a, tout ça. Donc là, il faut que quelqu'un te l'explique, sinon c'est compliqué aussi. Et donc pendant un mois, j'ai eu une formation et après, j'ai enchaîné sur un épisode de Pokémon Sun Moon. C'était 133, un truc comme ça, c'est vers la fin. Je sais pas si vous avez vu la série, mais... J'ai vu que la fin, moi. C'est dans le dernier tournoi. Ouais, j'ai commencé par ça. T'es arrivé direct là-dedans parce que, sur un standard Pokémon, la fin de Sun and Moon, elle est plutôt corsée, quoi. Ça y va. Donc, c'est. Bah, déjà, Sun and Moon, de manière générale, elle est plutôt qualitative en termes d'animation, etc. Dans la grande série Pokémon, c'est clair. Sun and Moon, elle est particulièrement déjà pas mal, quoi. Mais la fin, c'est vrai que la fin. Ça doit faire un peu. Enfin, t'as pas trop galéré, entre guillemets, genre, quand on te jette dans le truc comme ça, et t'arrives sur un peu sur le climax de la saison, en fait, quoi. Donc, non, mais j'ai galéré. J'ai galéré parce que c'était direct un plan d'action et tout, je crois. J'avais tellement à apprendre déjà et mettre sur un plan comme ça. Et ça fait quoi sinon aussi de travailler sur une licence aussi grosse que Pokémon? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce qu'au contraire, il y a de la liberté, vous êtes tranquille? Comment ça? Parce que Pokémon, ça reste quand même une licence, la licence la plus rentable de l'histoire mondiale, etc. Est-ce qu'ils sont... pointilleux par rapport à ça? Exactement. Mais ça dépend vraiment du réalisateur de l'épisode, en gros. Moi, par exemple... c'est dur de tout généraliser, mais moi, par exemple, j'avais fait une animation où j'avais essayé de faire un truc assez dynamique avec un perso qui fait des impact frames. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. En Dragon Ball, il y en a beaucoup, par exemple. Tu peux peut-être t'expliquer pour les viewers qui connaissent pas l'impact frame. C'est quand dans Dragon Ball, par exemple, quand t'as un perso qui se transforme ou qui fait un Kamehameha ou un truc comme ça, pendant quelques secondes, t'as des impacts, en fait, de frames en noir et blanc. C'est pour donner... c'est comme s'il y avait une explosion, en fait. Ça fait un espèce de flash lumineux. C'est un effet de style, en fait, que tu retrouves beaucoup dans l'animation japonaise. Et moi, j'avais essayé d'en faire, tu vois, pour un cut. J'étais bien content de mon résultat et tout, et puis ils me l'ont viré, en fait. Ils ont fait... Ah ouais. Pas besoin. Et en fait, Pokémon, ça reste quand même pour les enfants. Ouais. Et moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que... Trop violent. Ouais, faut pas que ça soit trop dynamique de fou non plus. Faut que ça reste lisible, faut pas que ça soit... Ouais, voilà, quoi. Faut pas trop en faire. Et moi, ça me... un peu, parce que... Faut pas que t'aies l'impression que genre, ils sont vraiment en train de se battre, quoi. Genre, t'es pas en train de faire un truc de combat non plus réellement, donc... Ouais, bah, ouais, enfin, ouais. Mais du coup, par exemple... Y a rien, quoi. Enfin, faut que ça soit assez... C'est quand même pour les enfants. Mais t'as pas genre Pokémon Company qui vient tous les 2 minutes checker tes dessins et te dire non, ça on veut pas, ou alors c'est peut-être plus haut et toi c'est des trucs que tu vois peut-être pas. C'est des trucs... Il y avait... On avait un PDF en mode... avec des trucs interdits, des trucs à pas faire et tout. Mais bon. Ouais, donc ils contrôlent assez, mais bon. Ouais. Nous, ça nous impacte pas vraiment directement en tant qu'animateur, c'est plutôt les réalisateurs et tout. Ok. Donc, t'as travaillé sur Pokémon. Pour le studio OLM, il y a eu d'autres animés? Ouais, j'en ai fait plein. J'en ai fait tellement. Bah, Yokai Watch, Yokai Watch, Beyblade, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vanguard aussi. C'est un truc de cartes. Ah ouais, je connais bien. Bon, bref, pas mal. J'ai quelques films Pokémon aussi en Doga, en in-between du coup. Lesquels? Je pense savoir pour notre... J'ai fait... les 3 derniers en fait. J'ai fait... je te choisis le suivant là. Et celui en 3D aussi. Attends. Ouais, celui en 3D. Ah, t'as fait celui en 3D? Ouais, parce que dans celui en 3D... En fait, les effets, quand ils sortent des Monster Ball, les Pokémon, c'était fait en 2D. Du coup, j'ai fait des trucs dessus. Ok. Là, c'est quand même intéressant, je trouve. Donc, du coup, parce qu'en fait, ça renvoie à ce que tu disais avant avec tes études plus centrées sur la 3D au final. Donc, au final, est-ce que ça t'a permis à ce moment-là de faire valoir peut-être des compétences, de te proposer au moins, dire justement, j'ai peut-être quelque chose à fournir? Non? Même pas? Ok. J'essaie de m'en éloigner le plus possible parce que j'aime pas trop ça. Donc... Ah, ok. Moi, j'y touche plus.
mieux je me porte. T'en as pensé quoi du film d'ailleurs en 3D sur Mewtwo là? Moi j'ai pas trop aimé, mais si tu as le droit de le dire, je sais pas. Mais... Oui, j'ai le droit, hein. Mais quand tu compares au premier en 2D, voilà, moi je préfère 100 fois l'ancien. On est d'accord. Je pense qu'on est unanime sur. On est unanime pour le coup. Donc tu as aussi travaillé du coup pour Toei Animation, en tant que comment on appelle ça, intervenant, enfin freelance. Ouais, voilà. Ouais. Bon déjà, comment ça se passe au Japon, enfin même si Kenarto nous avait déjà un petit peu parlé de ça aussi, c'est que vous pouvez travailler pour un studio à temps plein, toi c'est OLM, mais vous avez le droit quand même de travailler pour d'autres studios d'animation, c'est ça? Ça dépend des studios. On va dire que faut t'as le droit, mais faut c'est comment dire, vaut mieux mettre un pseudo et pas trop le montrer en fait. Ah ouais, comment? Ouais. Bah, c'est pour ça que t'as beaucoup d'animateurs qui mettent de pseudo quand ils bossent sur d'autres animés, quoi. Il y a pas mal de pseudos et tout. Ah ouais. Donc moi quand je bosse sur de prod, j'essaie de mettre un pseudo en général. Ouais. Ok, d'accord, c'est intéressant. C'est à la japonaise, c'est-à-dire que t'as pas trop le droit, mais comme t'as un pseudo, c'est pas vraiment toi, du coup ça passe. Ouais, voilà, c'est. On sait que c'est. Alors qu'au fond, les gens savent que c'est la même personne derrière, quoi. Mais c'est pas écrit, donc on ferme les yeux un peu, c'est ça? Contourner, quoi. Ouais. Tout le monde sait que tout le monde le fait, mais vaut mieux quand même. Ça dépend de ton contrat et tout, mais vaut mieux mettre un pseudo. Ça c'est étonnant ça. Est-ce que c'est peut-être pour ça que quand j'étais sur Sakugaburu là tout à l'heure pour récupérer des images pour l'émission, par exemple j'ai trouvé aucun cut de Pokémon. Genre j'en ai trouvé. C'est parce que Pokémon t'es sous un autre nom, t'es pas sous Sanda quand tu fais Pokémon? Pokémon je mets mon vrai nom et je poste pas ce que je fais du coup. Les gens ils savent pas ce que j'ai fait je pense. Oui ouais. Oui mais c'est vrai que d'ailleurs ça c'est peut-être en parler un peu. Les animateurs sont jamais crédités pour leur travail réellement, à moins de le mettre sur Twitter, que quelqu'un dise ça fait 50 ans que je regarde des animes, je sais qui c'est qui a fait cette scène-là. Ouais. C'est vécu comment ça du côté des animateurs, le fait de pas avoir de reconnaissance pour vraiment les passages que vous faites. Bah moi ça me saoule un peu du coup, c'est pour ça que je fais un Twitter et que j'essaie de poster ce que je fais quoi. Mais... en fait c'est tellement devenu normal que t'as beau dire ce que tu veux. Ouais voilà, enfin c'est tellement ancré dans la tête des gens, tu sais que. Mais là c'est en train de changer un peu. Je sais pas si vous avez vu par exemple il y a Toei qui a posté un Genga de One Piece et qui a bien crédité l'animateur en question et tout. Ah ouais? Vous avez vu? Sur leur Twitter japonais? Ouais. Ça a été fait récemment? Ouais récemment. C'est un code de Zoro d'action. Ils ont mis son Twitter, ils ont mis son nom et tout. C'est bien. Ça, hein. C'est bien. C'est un premier pas, c'est quand même quelque chose. Parce mais il y a quelques qui commencent à... Parce que c'est plus dans une logique du coup où les studios seraient peut-être un peu en mode n'incite pas à se mettre en avant, peut-être dire un peu reste en arrière et bosse et tais-toi, ou est-ce que c'est juste ils se sont jamais vraiment intéressés à j'ai envie de dire donner l'importance, donner la reconnaissance plutôt aux animateurs pour leur travail? Je pense qu'il y a des deux, c'est les studios qui font pas trop d'efforts et même les animateurs en japonais. Au Japon, ils sont en général assez réservés, timides, ils se mettent pas trop en avant. Ouais. Il y a beaucoup de mecs super forts en animation, mais vraiment des brutes. Et sur Twitter, ils ont que dalle en abonnés, tu vois. Enfin, ils se mettent pas trop en avant, les gens les connaissent pas. Et ça, c'est pareil, c'est ancré dans la mentalité depuis longtemps. Du coup. Surtout qu'au Japon, c'est très compliqué dans le sens où tout le monde rentre dans des cases et personne n'ose vraiment parler. C'est devenu, comme tu dis, la normalité. Et c'est vrai que c'est dommage. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vraiment les crédits pour chacun, pour ce que vous avez fait. C'est un métier en plus. C'est galère aussi pour le studio de faire chaque plan qui a fait chaque plan, tu vois, ça devient vite compliqué. Oui. J'avoue. C'est sûr. Mais tu vois, faire un petit truc, au moins essayer un peu, tu vois, parce que là, vraiment, c'est soit c'est l'animateur, soit c'est les fans, quoi. D'ailleurs, tu disais que tu mettais aucun plan de Pokémon sur Twitter, il y a une raison. C'est parce que sinon, OLM ils viennent t'attraper, parce que on va parler tout à l'heure. OLM ils sont un peu chiants sur ça, c'est-à-dire que t'as pas du tout le droit de poster tes Genga et tout. Ouais. Et comme c'est la boîte où je travaille, je préfère quand même éviter de mettre mes plans. Même si je pense que si je le fais, j'aurais pas de problème. Mais... si je mets les plans
Philly. Hein. Si je commence à mettre mes Gengar, je vais me faire tuer, ça c'est sûr. Mais... Ah ouais. Ah ouais, si tu mets tes Gengar, il te tue, je pense. C'est pourquoi? Parce que c'est un peu en mode de genre secret industriel. C'est des documents qui ont servi à la production et tout. Et comme en fait Pokémon, c'est pas que OLM, c'est la bonne compagnie et tout. Du coup, c'est trop risqué. Ouais, non, t'as pas envie de te faire rattraper par Pokémon Company, quoi. C'est. Ouais, D'ailleurs, t'as eu, enfin, il y a c'était quoi, il y a 2-3 jours, t'as posté une fan animation de Dai. Et t'as dû la supprimer assez vite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Genre, c'est perçu comment, ça, le délire de fanart et tout? Parce que je vois sur Twitter, c'est beaucoup quand même. Ouais, non, mais normalement, il n'y a pas de problème, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai posté. Bon, en fait, en général, tu postes pas d'animation, tu postes plus des dessins promotionnels, tu vois, des images, quoi. Et moi, je me suis dit, bah allez, vas-y, je vais faire une animation. Donc, j'ai bien fait en sorte que ça soit pas du tout en rapport avec les vrais plans que j'ai fait, tu vois, j'ai bien changé les lieux, j'ai changé l'action, tu vois, ça n'a rien à voir. Et je poste ça, et puis t'as Toei qui m'appelle quelques heures après en mode ah, c'est vous Sanda sur Twitter et tout? Bah oui. Et puis il commence à me dire ah, vous avez posté des plans, des Gengar et tout. Et du coup, il faudrait peut-être supprimer, parce que ça peut être compliqué et tout. Et moi, je fais ouais, non, mais c'est un fanart en fait. Donc, il y a la meuf au bout du téléphone qui bug, il fait ah bon, c'est un. Ah, ok. Ah, mais je sais pas, alors je vais me renseigner, tu vois. Et donc, elle me rappelle, elle a été se renseigner, mais même le mec à qui elle s'est renseigné, il était pas sûr. Et ils m'ont dit ouais, mais quand même et tout. Et du coup, bon, j'ai supprimé au cas où, quoi, mais. Ouais, vraiment pas prendre. Pour eux, du coup, j'allais pas faire le mec. Tu vois, si j'aurais forcé en mode non, mais les gars, c'est un fanart, j'ai bien fait attention et tout. Je pense qu'ils m'auraient laissé le poster, mais bon, ça sert à rien de se faire les embrouiller pour rien. Et bon, c'est un fanart, quoi. Ce serait. Et donc, dommage. Ouais, c'est dommage. T'as commencé du coup à travailler pour Toei Animation sur One Piece directement ou un autre animé? Ouais, One Piece. Alors en fait, avant de faire Toei, j'avais déjà fait. Quand je suis passé Gengaman à OLM, à la même période, j'ai fait du Genga pour Boruto aussi. Oui, ça, j'ai d'abord fait du Boruto en fait. Je sais pas si vous connaissez l'animateur Sekiko. Oui, l'épisode 65. Mais en fait, c'est lui qui m'a contacté quand je faisais encore du Doga, même à OLM, il m'a fait est-ce que tu veux pas faire du Nigen sur Boruto? Et en gros, le Nigen, c'est la deuxième phase du Genga, c'est-à-dire après tes corrections faites par le directeur d'animation, tu dois tout redessiner en gros, chaque cut, mais en prenant en compte la correction faite. Donc, il faut mettre toutes les ombres, tous les détails, il faut tout refaire en vraiment nickel, tu vois. Et il m'a proposé d'en faire, du coup, j'ai commencé par là. Ça m'a pas mal entraîné. Donc lui, il m'a laissé ma chance, c'était vraiment cool. En plus, c'était sur l'épisode 65 de Boruto. C'était un gros épisode en plus. Ah oui. Rien que ça. C'est vrai. Ouais, c'était la première fois que je faisais autre chose que du Doga. Et c'était un gros épisode en plus. Du coup, il y a eu ça. Et il a bien aimé ce que j'avais fait. Du coup, il m'a proposé de faire du Genga sur un épisode de Boruto, juste après. Donc là, c'était vraiment ma première expérience en tant que freelance en dehors d'OLM, quoi. J'ai commencé par ça. Ok. Pour Toei, c'est venu un peu après, un an après, il me semble. C'est moi qui avais contacté un animateur de là-bas pour faire du One Piece. Ouais. Et ils t'ont laissé rentrer comme ça direct? Ils t'ont fait bon, vas-y, va sur One Piece? Ou ils Ouais, pas que j'ai contacté, c'est Young Setu, c'est un chinois qui bosse à Toei. Ah oui, carrément. Qui a fait du. Bah, je sais pas si vous connaissez, mais il a fait du DB Super. Il a fait énormément de cuts sur One Piece aussi. Il fait partie de la team One Piece. Et en gros, lui, il a fait quelques cuts sur Pokémon aussi, la nouvelle série. Et il connaît du staff là-bas. Il connaît pas mal de gens à OLM. Du coup, quand moi je lui ai dit que j'étais à OLM et tout, bah, ça l'a rassuré, tu vois. Que je sois dans un studio japonais et tout, que j'ai de l'expérience en manga. Et du coup, ouais, il m'a laissé faire des plans. Il m'a donné des. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, tu contactes un animateur ou un animateur te contacte toi, et ça passe pas plutôt par des plus hauts grades, on va dire entre guillemets. C'est juste des animateurs finalement lambda, même si c'est des. De tout, en fait. Au Japon, ça marche beaucoup sur Twitter. Tu reçois beaucoup de propositions. Moi, j'ai reçu énormément de propositions de studios qui te contactent. Mais si toi, tu as envie de faire un projet en particulier, ouais, tu peux demander aussi. Si tu as envie.
ce qui nous avait été dit avec Canarto, que ça marchait énormément sur Twitter, l'animation. Avec les comptes directement d'animés. C'est ça. Au Japon, c'est fou. En fait, au Japon, t'as ce qu'on appelle les comment dire, en français, comment on pourrait dire ça, des managers de projet. C'est des mecs qui s'occupent de distribuer les cuts entre les animateurs, de chercher les animateurs pour un épisode, en gros. De faire la distribution des plans, pendant tout l'épisode, ils vont gérer tout ce qui est timing, tout ce qui est schedule, emploi du temps, qui fait quoi, tu vois, ce genre de trucs. Et c'est eux qui cherchent aussi sur Twitter, les animateurs. Donc c'est eux qui te contactent en général. C'est pas les animateurs directement, c'est plutôt eux. Ah, c'est pas le taf du producteur, ça, du coup. Moi, je pense que c'était... Du coup, c'est les mecs en dessous du producteur. Ok. Et du coup, d'ailleurs, toi, en tant qu'animateur, tu vois, vu que là, tu fais du Genga, est-ce que t'as un peu des vues sur ce qui se passe au niveau des comités de production, des trucs comme ça? Ou est-ce que on vous informe pas trop de la direction des choses? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que on te laisse juste un peu dans ton coin, on te file des trucs, on te fait bon bah tiens faut dessiner ça ou quoi? Ou est-ce que vous avez un peu une implication dans les projets au niveau de la direction, des trucs comme ça? Pas de la direction. Bah surtout quand tu bosses en freelance, t'es pas dans le studio. Du ouais, coup, ça c'est sûr. À Wallem, tu vois, par exemple, moi à Wallem, j'entends quelques infos et tout, mais ça nous impacte pas vraiment. Nous on fait notre taf. Ouais. Tu peux pas aller voir le réal et lui dire par exemple ah tiens, est-ce que ce serait pas mieux si on faisait cette scène comme ça? Ah ça par exemple, ça peut. Si, ça m'est déjà arrivé, ça tu peux. Ok. Tu peux proposer ton idée en fait, ta vision. Ça m'arrive en taille en plus. En gros, tu peux dire, moi, si je le fais comme c'est sur votre storyboard, je pense que ça fera un peu trop plat l'écran. Du coup, je le vois plus comme ça. Et t'envoies ton anime et tu vois s'il dit oui ou non. Ça, tu peux. Ok. Des changements comme ça, ouais. Ok, d'accord. Mais des grosses décisions, genre Goku, est-ce qu'il porte les cheveux roses? Non, c'est mort. Évidemment. Non, ouais, voilà, oui. Non, ouais, c'est sûr. Parce que tu taffes que sur des grosses licences, toi. Enfin, je suis en train d'y penser, mais parce que t'as fait SNK aussi un peu? Ouais, un épisode. Un seul. Ouais. Boruto, One Piece, Dai, tu fais pas de petits projets, quoi. Donc ça doit être. T'aimerais pas d'ailleurs travailler un peu peut-être sur des trucs d'un peu moins grande ampleur, peut-être avoir un peu plus de liberté, Mais en fait, au Japon, même les gros projets, ça reste des petits budgets, ça reste des petits. C'est assez cheap en fait. Même du coup, moi, quand je bosse sur des gros projets, j'ai pas l'impression de bosser sur des gros projets parce que les conditions sont les mêmes un peu partout. Que tu bosses sur Dai ou sur un animé pas très connu, ça sera plus ou moins la même paye, ça sera plus ou moins les mêmes conditions. Quoi. Ouais, c'est pas même si passer les gros animés, les fans, ils sont souvent en train de dire oh le budget il a explosé et tout, mais en fait les budgets ils sont ridicules. C'est juste un mec qui s'est arraché pour sa pêche. Il s'arrache pour faire de la qualité, mais si tu vois la paye et tout, c'est ridicule. Peu importe quoi. On a un petit peu mieux que d'autres, mais c'est vite. C'est très, très vite fait. Quoi. Ouais, c'est pas parce que t'es sur une grosse licence que t'arrives à Hollywood, quoi. C'est. Ouais, non. On est d'accord que. Est-ce que t'es pas. Ouais, vas-y. Non, je dis, tu auras plus de visibilité sur les réseaux, tu vois, vite fait. Oui. Parce qu'il y a plus de fans, mais toi, dans l'industrie, ça te fait pas plus. Ça change pas plus que ça, quoi. En termes de rémunération, du coup, le fait que tu travailles sur des plus gros projets, ça ne change pas ta paye si tu travailles sur des projets moins gros. Ouais, et t'as un salaire fixe chez OLM, du coup? OLM, j'ai un salaire fixe qui est pas ouf, mais ça me permet de vivre quand même à Tokyo, quoi. Ok. Et après, en freelance, je suis payé au plan. J'ai des prix de freelance, c'est-à-dire que j'ai pas de salaire fixe ni rien, c'est vraiment ils te payent au plan, quoi. Et c'est genre 20 € le plan, 2000 yens. Ok. Et tu fais, du coup, je sais que tu fais quand même pas mal de choses sur One Piece. T'as fait quand même pas mal de choses sur One Piece depuis. T'as commencé par à peu près quel épisode, quel arc dans One Piece? Le premier plan sur One Piece. Moi, j'ai fait Wano. T'as fait que Wano, ouais. D'accord. Ok, d'accord. D'ailleurs, des gros plans, je vous conseille d'aller les voir. On vous en met, on vous met des images. Ouais, voilà, on vous met des images à l'écran. Et t'as travaillé du coup sur One Piece. Et après, du coup, t'as proposé Dai ou c'est toi qui t'es proposé ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, Dai, déjà, j'ai vu l'annonce à la Jump Festa. Déjà, j'étais ouf, tu vois, parce que je suis un gros fan. Je suis petit. Alors c'est quoi on avait une question aussi pour toi, c'était quel est ton rapport à la quête de Dai du coup? C'est quoi cette quête de Dai? Bah vas-y, maintenant que t'as commencé, vas-y, dis-nous.
Bah, quand j'étais petit, avec Dragon Ball et tout, je matais aussi Fly, quoi. C'était sur quoi déjà? AB1, je crois, la chaîne. Ouais. Et j'avais des mangas à la maison et tout. Donc j'étais un gros fan de Dai aussi. Et j'attendais qu'il y ait un remake un jour qui se fasse. Mais j'avais pas trop d'espoir. Mais quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait ça, j'ai fait oh, non, il faut que je bosse. Il faut que je bosse dessus. C'est obligé. Et quelques semaines après, sur Twitter, le réalisateur de la série, donc Karasawa, qui postait en fait un message en mode on recherche des gens qui sont fans de Dai pour bosser sur la série et tout. Du coup, moi, j'ai tenté ma chance, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, je bosse déjà, j'ai fait quelques plans sur One Piece et tout, et je serais grave intéressé pour faire du Dai. Et en fait, Karasawa, c'est un mec qui faisait déjà qui a déjà travaillé sur One Piece, en fait. Du coup, il a été voir mes plans sur Twitter que j'avais posté, il a fait, oh bah ouais, j'ai vu tes plans, pas de souci, je vais te passer un contact d'un chargé de prod. Et après, le chargé de prod m'a contacté pour faire un épisode. Bah, c'est cool, c'est bien. Et du coup, on te retrouve sur l'épisode 4. C'est l'épisode qui sort dans 2 semaines. 6 ouais. Alors 6, excusez-moi, donc dans 4 semaines du coup. Et on pourra te retrouver dans d'autres épisodes à l'avenir ou tu penses? Je sais pas si t'as déjà... L'épisode 6, le réal, c'est Ueda Yoshihiro, c'est un réalisateur c'est un gros réal de Toei qui a fait le film de Bojack sur DBZ, c'est lui, le directeur, qui a fait l'histoire de Trunk, de TV spécial. Et lui, en fait, il a bien aimé mes plans que j'avais fait pour l'épisode 6, pour son épisode du coup. Et il m'a recontacté pour bosser sur un de ses épisodes, donc là je suis sur mon 2e épisode, mais c'est dans pas mal de temps. Ok. J'ai fini la première étape et là j'attends les retours pour faire le Nigen, la 2e étape du coup. Et voilà. Mais moi je pense que je vais faire plusieurs épisodes dessus. C'est en cours. Ok. Bonne nouvelle. Et du coup aussi, j'enchaîne du coup avec la question, c'est combien de temps à l'avance, voilà, je pense que c'est ce que tu as fait. Combien de temps à l'avance, c'est-à-dire par exemple là tu peux travailler sur un épisode qui va sortir dans des semaines et des semaines, voire des mois. Et pour savoir en fait, on a quel, comment dire, nous en tant que viewer, par exemple, on est à l'épisode 2. Par exemple, Dai, vous en êtes où, enfin, Toei en est où? Je sais pas si je le sais d'ailleurs, ça se trouve, je le sais pas du tout. Est-ce qu'ils sont avancés dans la série déjà? Est-ce qu'ils sont au début, ils sont au fil Ils ont une grosse avance ou pas? Je peux pas dire exactement le numéro de l'épisode, mais ouais, ils sont quand même pas mal avancés. Déjà, pour te dire, Pokémon, pour une série fleuve, c'est un des meilleurs emplois du temps de toute l'industrie. Ils sont super en avance. Et ben Dai, c'est un petit peu au-dessus déjà que Pokémon. Ah ouais. L'emploi du temps, c'est quand même pas mal. Après, ça reste de la fleuve, hein, mais c'est quand même pas mal. Et est-ce que le fait qu'ils aient de l'avance, ça impacte aussi sur la qualité du coup de l'animé? Est-ce que du coup le fait que vous ayez d'avance, ça donne plus de temps pour peut-être retravailler certains trucs qui se sont mal passés dans un épisode précédent? Est-ce que du coup ça impacte la qualité de l'animé quoi? Moi je pense que ça impacte, mais après ça reste quand même l'anime japonais, ça reste la série fleuve et il y a pas beaucoup de temps de base. Au Japon, faut prendre en compte, faut se dire que t'as le budget, tu vois. L'emploi, le schedule, l'emploi du temps qu'on te laisse. Au Japon, la qualité, elle est forcément supérieure. C'est-à-dire qu'en Europe et tout, par exemple, on va te dire, t'as tant de budget, tu dépasses pas la qualité, tu auras la qualité proportionnelle au budget, tu vois. Au Japon, c'est ça, c'est en fait tout le monde, au Japon, c'est la norme de faire plus, tu vois. Du coup, bon. Il y a des bonnes schedules pour Dai, mais ça reste assez short quoi, pour de l'anime. Ok. Pour l'opening, t'avais une question, je crois, Xavier? Oui, bah ouais. Pour l'opening, de ce qu'on sait, c'est Shida qui a fait tout l'opening. Ouais. De A à Z, je crois. Donc, genre, toi, en tant qu'animateur, comment tu vois un truc comme ça? Parce que, est-ce que ça représente combien de temps de travail, par exemple, à peu près? Genre, est-ce que si toi, demain, on arrive, on te fait, faut que tu fasses tout l'opening de Dai, t'acceptes? Tu fais quoi? Tu pars en courant? Tu vois, c'est... En fait, Shida, déjà, c'est un animateur vétéran, c'est un monstre. Il est super rapide, super fort. Il a fait tout en 1 mois, l'opening. Ah ouais.
Incroyable. Animateur. Incroyable. Pas possible. Vraiment, un mois, c'est mort. Parce qu'en plus, il a fait vraiment tout. C'est-à-dire, il a fait la première étape du Gengar et la deuxième étape. C'est pas juste. Il a fait le Nigen, quoi. Il a tout fait. Oh. Donc, ouais, mais après, c'est des monstres. Hein. Il y en a quelques-uns au Japon qui sont super rapides et super forts. Mais oui, non, mais un animateur normal te fait pas ça en un mois. Enfin, te fait pas ça tout court, même. Ouais, voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il a été corrigé. Hein. C'est pas que Shida, c'est la Cara Designers de la série, Miyamoto. Ouais, Miyamoto et Miko, je crois. Qui corrige énormément sur Dai. C'est pour ça que ça paraît assez homogène. Tu vois, Dai, il a pas trop le style des animateurs et les directeurs d'animation. Parce qu'en fait, la Cara Designers, en japonais, on dit Sosakan. C'est vraiment directeur d'animation en chef. C'est ceux qui dirigent et qui vont corriger les directeurs d'animation. Tu vois. Okay. Eux-mêmes corrigent les animateurs. Donc c'est le niveau. Elle corrige énormément. Surtout les persos principaux, style Dai, Pop et tout. Elle les corrige. Et sur l'opening, je pense qu'elle a corrigé quasi tous les plans. Ah ouais. C'est super homogène en tout cas, ça se voit beaucoup à l'écran en tout cas. C'est vrai qu'il y a Parce que sur ce genre d'animé, genre tu vois généralement, enfin même les animés d'aujourd'hui, on voit souvent les personnages changer de tête d'une séquence à l'autre, parce que le chara designer il peut pas être sur tous les fronts. Mais là, sur Dai, ça se voit énormément, je trouve. C'est vrai. Bah, en fait, tu vois, à l'époque, il y avait, par exemple, sur DBZ, tu ressentais beaucoup la patte du directeur d'anime qui changeait entre les épisodes. T'arrivais à de l'animateur, t'arrivais beaucoup à voir les différentes pattes dans le dessin. Mais de nos jours, avec Dai et tout, même Pokémon, je vois, le character designer, il corrige énormément de plans. Du coup, bah, t'en as qui aiment et t'en as qui aiment pas, parce que c'est plus homogène, tu vois, mais tu vois moins la patte de l'animateur derrière. Et toi, tu te positionnes comment par rapport à ça, genre t'aimerais bien avoir ton style bien retranscrit sur chaque séquence, ou plutôt revoir avoir quand même ton animation mais bien retravaillé, quoi, bien homogène. Moi, je préfère que tu vois les différents styles. Ça apporte une dynamique et tout, et quand t'as un trait que t'aimes bien, que tu le revois, t'es content et tout. Après, en tant que public, est-ce qu'ils préfèrent? En fait, le public, le public général est pas fan d'animation Sakuga et tout, les trucs qui bougent dans tous les sens. Ouais. Ils veulent un truc homogène et que le perso ressemble au personnage. Et c'est tout. Ah, oui, ça. Le public, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je suis totalement d'accord. Parce que, en tant que public, personnellement, je me case direct dans la deuxième catégorie. Pour les animés que j'adore, en tout cas. Enfin, quand tu vois le matériel de base, genre le manga, tu dis, j'aimerais bien avoir cette séquence bien animée avec la tête du personnage comme l'auteur, quoi. Ouais. Ça. Il fait aussi. Dommage. Ouais. Ça me rappelle en fait avec Broly aussi, c'était, on va dire, le défaut principal que les gens trouvaient au film, certains adoraient, dont moi, où justement, oui, le film n'était pas vraiment homogène, où il laissait justement beaucoup plus les styles des animateurs parler, parce que c'est très bien que quand même Dragon Ball, enfin, surtout ça se voyait sur les anciens films Dragon Ball, ils savent très bien faire un truc très homogène, mais là, ouais, ils ont laissé beaucoup plus parler les styles des animateurs. Carrément. Et ça, c'est dur de savoir si c'est vraiment fait exprès ou si c'est du manque de temps et tout. Mais ça, de ce qu'on a entendu, a priori, ce serait plus un choix. Même s'ils peuvent le faire passer comme tel après. Après, tu vois, pour Broly, ça me gêne pas, moi, dans le sens où c'est un film original, entre guillemets. Ouais, il n'y a pas de truc, c'est un film, on se fait kiffer pendant 1h30, voilà, on kiffe et basta, tu vois. Alors qu'une série, surtout une série comme Dai, par exemple, où on connaît tous, on a lu le manga, on connaît l'histoire, on a nos persos comme ça en tête. C'est vrai que si Dai changeait de tête à tous les plans, je comprends que c'est un peu compliqué. Par contre, moi j'ai une question. Moi j'ai une question du coup, c'est que le monde de l'animation, c'est un monde très masculin. On est d'accord? Je pense que tu vas pas me... Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent. Pas tant que ça? Ah ouais. À Walem, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes à Walem. Est-ce que c'est une exception pour Walem ou est-ce que c'est généralement comme ça au Japon? Il me semblait que Kenarto nous disait que c'était plutôt quand même masculin, dans mes souvenirs. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. D'accord, c'est moi qui invente. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes Cara designers, enfin haut placées, on va dire, dans le. Ouais, il y en a. Regarde One Piece, c'est une femme qui était à Walem d'ailleurs. Avant.
Jojo, Dai. Ouais, il y en a Dai. beaucoup. Ah bah c'est bien, alors si justement je voulais poser des questions par rapport à ce que... C'est une femme qui a fait le chara design de Satoshi au début. C'est que ouais, je crois que j'ai déjà entendu ça. C'est une femme qui fait... Bah, de toute façon, même dans Pokémon de base, dans la licence des jeux vidéo, la deuxième enfin, Pokémon designeuse, c'était une femme aussi. Genre Carapace, Bizarre, Salamèche, c'est une femme qui les a fait par exemple. Ah, dans le jeu vidéo? Ouais. À la toute base. En soi, ça m'étonne pas parce que dans les métiers artistiques, j'allais pas dire, enfin j'allais dire, il y a de plus en plus de femmes, mais non, il y en a toujours eu pas mal. Ça a été, c'est quand même un métier, enfin, métier artistique. Après au Japon, c'est clair que ça peut être différent, mais ça a toujours été un métier ciblé par pas mal de femmes. Ça dépend des studios, tu vois. OLM, par exemple, fait Inazuma Eleven aussi. Et les filles au Japon, elles sont fans hardcore de Inazuma Eleven, tu vois. Ah ouais. Du coup, Ah ouais? Ouais. Moi, j'étais pas au courant. C'est Ouais, inattendu. Ouais, non, c'est un truc de fou. Et du coup, bah, t'as plein de filles qui veulent rentrer dans le studio aussi pour faire du Inazuma Eleven. Ça dépend de la licence aussi, je pense. Ah, c'est marrant ça. Et sinon, sans vraiment de transition, parce que tout à l'heure on en parlait, j'y repense. Il y a eu le confinement et tout là dernièrement. De quelle manière ça a impacté toi ton travail, les productions sur lesquelles tu travaillais? Et au passage d'ailleurs, Canarto nous expliquait la dernière fois qu'il y avait une grosse différence entre il y avait vraiment l'école du digital, quoi, du numérique plutôt, et l'école papier. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Enfin voilà, tout ce truc-là. Moi, je suis digital à 100%. Je sais pas dessiner papier du tout. Ah ouais, carrément. Non, pas du tout, ouais. Et en fait, tu vois, au Japon, quand tu fais du doga, ce que je disais au début, c'est que tu traces, mais super clean, mais vraiment un truc de fou, c'est quand tu vois les dogas papier, après, t'as l'impression que c'est une photocopie parce que c'est ultra clean. Ok. Et donc, ouais, faire ça à la main, c'est super chaud, et moi, je suis pas du tout habitué. Du coup, quand j'ai postulé à OLM, ils venaient de créer une section digitale. Pas longtemps avant. Mais c'est super récent, tu vois. Et c'est très rare dans les studios qu'il y ait ça. Du coup, moi, j'ai pu faire comme Ken du digital tout le long. Mais au Japon, c'est vrai que ouais, un bon 90%, 90, ça reste du papier. Okay, et c'était quoi l'autre? Et du coup, ouais, bah, justement, ouais, vu que si 95% des mecs font sur papier, je suppose que ça a posé problème, quoi. Donc, toi, tu l'as vécu comment au niveau de ton travail, les trucs sur lesquels tu bossais, tu disais que du coup, Coco, il était pas encore fini, le film. Ouais. Ça s'est passé comment pour toi? Bah, nous, à OLM, en gros, ils nous ont demandé, ceux qui pouvaient, de bosser chez nous, au télétravail. Et du coup, bah, techniquement, ça change pas grand-chose parce que, en gros, tu vois, on dessine nos plans et après, on les envoie par mail. Puis voilà, quoi, ça reste des données, donc nous, ça ne change pas grand-chose. Et pour ce qui est animateur papier, bah, c'est un peu la même. Hein. Au final, ils vont juste au studio pour faire les réunions avant de bosser sur un épisode. Tu vois, pour avoir les infos et tout sur chaque plan, que les réels t'expliquent bien en détail et tout. Ils te donnent en papier tout ce qui est model sheet pour les décors, les persos, tout ce dont tu vas avoir besoin. Et après, bah, tu bosses de chez toi et quand tu as fini, bah, il y a un chargé de production qui vient en voiture les récupérer. Okay. Ou alors tu vas au studio si tu peux les rendre direct, tu vois, mais ça change pas énormément, quoi. Okay. En fait, là où il y a eu du retard dans l'anime japonaise avec le Covid, c'est surtout niveau CIU, enfin les comédiens, les doubleurs. Ouais. Ils pouvaient pas exercer, du coup il y avait des grosses pauses sur Pokémon, One Piece et tout. Mais ceux qui bossent dans l'anime, eux, ça leur change pas énormément. Ouais. Ok. J'ai une autre question. Sanda, tu es de quelle origine de base? De quelle origine? Tu es français? Français? D'origine portugaise. Ok. Et du coup, le fait que tu n'es pas d'origine japonaise du tout. Nous, par exemple, on a eu Kanarto qui était franco-japonais. Toi, par exemple, t'es pas du tout japonais. Est-ce que tu as senti. Comment tu le vis dans ton métier? Je veux dire, est-ce que. Il y a un peu peut-être pas de racisme, ce serait un mot assez fort, mais de discrimination par rapport au fait que tu sois peut-être pas japonais ou pas du tout. Est-ce que c'est dans l'autre sens même? Peut-être que les gens sont plus cool avec toi, peut-être, enfin tu vois. Exactement. Comment tu le ressens toi? Question profonde. Je réfléchisse. En fait, quand tu fais, moi j'ai réussi à bien m'intégrer, tu vois. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, je pense pas, mais j'ai réussi à me faire des potes japonais au studio.
suis assez ouvert, c'est-à-dire que après le taf, on allait boire des coups, tu vois, ce genre de truc, on sortait et tout. Le fait de parler japonais, ça c'est indispensable aussi. Si tu parles pas japonais, c'est sûr que c'est mort et tu vas te faire, tu vas rester dans ton coin, quoi. Donc après, c'est vraiment à toi d'aller vers les gens. Enfin, les japonais viennent vers toi aussi, tu vois. Mais si tu veux vraiment t'intégrer, il faut parler la langue, il faut faire l'effort d'aller vers eux et de montrer que tu as compris leur culture, que tu as les mêmes délires qu'eux, que tu comprends leurs blagues, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Faut pas jouer au franc. Enfin, faut pas trop faire l'étranger au Japon, tu vois. Enfin, le moins possible. Si tu veux t'intégrer le plus possible, en tout cas. Du coup, pour moi, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Racisme et tout, non, j'ai jamais eu ce genre de truc. Peut-être pas raciste, parce qu'au Japon, ils sont pas non plus frontal comme ça directement, mais ils peuvent un petit peu être un peu... Ou de la méfiance même, tu vois, par exemple, surtout par rapport au taf. Moi, j'aurais pensé à ça, tu vois, peut-être au début, peut-être se dire, bon, déjà un peu, il sort d'où ce mec, est-ce qu'on va vraiment lui filer, est-ce qu'on va le laisser bosser sur One Piece, tu vois. Peut-être des trucs comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils sont habitués, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20 ans ça aurait été le cas, mais qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'internationaux dans l'animation japonaise, donc peut-être que ça a changé. Notamment OLM, je pense. OLM OLM, moi j'étais le seul étranger, je crois que c'est encore le cas. Ah bon, parce que de souvenir, il y avait une époque où il y a eu pas mal d'animateurs, enfin, de Français qui sont allés justement partir ou qui se sont lancés dans l'animation à OLM. À OLM en fait, à OLM, t'as deux parties. T'as la partie OLM où on fait de la 2D et tout, et la partie 3D. Ouais, dans la 3D, t'as des étrangers, mais en 2D, ceux qui dessinent au Japon, très très peu d'étrangers. Moi, j'étais le seul au début, j'étais le premier. Et ouais. Mais après, c'est le japonais en fait. Quand tu montres que tu maîtrises le japonais et que faut essayer de donner l'impression que tu habites au Japon, quoi. Ouais. Tu vois. Enfin, moi, ça dépend des gens. Et moi, on m'a dit, quand on te voit, on a l'impression que ouais, tu vis au Japon depuis assez longtemps, tu vois. Et donc, si tu as l'impression que tu viens d'arriver, que t'es un touriste, forcément, ça va être plus compliqué pour la confiance et tout. Mais si tu montres direct dès le début que tu parles japonais, sans trop de soucis et que tu sais faire le taf, ouais, non, y a pas de soucis. Ok. Donc c'est plutôt une bonne expérience pour toi, t'es plutôt heureux. Ok. Bah, tant mieux. Écoute, je crois que c'était Aléas de souvenir, juste pour reprendre ce que je disais avant, Aléas qui avait débuté avec OLM de souvenir. C'est moi. Ah non, c'est vrai que tu as changé de pseudo, c'est vrai. J'ai du mal avec l'habitude, désolé. C'est moi. Désolé. Ah, des souvenirs, j'avais même un autre, mais je me souviens plus. Bah, c'était lui aussi. j'ai le pseudo tous les 3 jours. Aïe. Excellent. J'ai une question. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Shida, comme quoi c'était un monstre, etc. Est-ce qu'il y a d'autres animateurs comme ça que que tu te dis, eux, c'est des monstres, c'est limite, c'est mes senpai, c'est mes sensei. Des modèles. Ouais, il y en a tellement au Japon qui récemment. Bien, Kameda Yoshimichi. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est le mec qui a fait. C'est le chara designer Kameda Yoshimichi. Qui est chara designer de Mob. Oh, bah oui, bien sûr. Monstrueux. Il a fait des dingueries sur genre l'épisode 1 de One Punch Man, quand t'as Saitama qui se bat contre les 4 mecs, les espèces de mecs chelous sur le pont, là, les géants, avec la caméra qui tourne, le pont qui s'explose et tout. Okay. Oui, ça. Mais il y en a plein, il y a... Noli, c'est lui qui a fait pas mal d'animes sur Naruto. Naruto contre Sasuke, c'est lui. Dans l'anime. Ouais. Ok. Et récemment, il y a qui? Ah ouais, si, récemment, il y a Maenami, qui est Maenami Takeshi. Il était à OLM, du coup, je le connais personnellement, mais c'est un animateur qui a fait il est arrivé dans l'industrie à 30 ans, mais assez tard. À 30 ans, quoi. Il avait 0 XP avant. Et c'est un monstre aussi. Il a fait. Je sais pas si vous voyez le dernier opening de One Piece. Ouais. C'est lui qui a fait le cut où tu vois Luffy, Law et Kid. Tu sais, tous les trois qui. Ah oui. Ça elle était vachement vivante cette scène. Ouais, bah c'est lui. Et il a fait des cuts de malade pour Pokémon aussi. Dans l'épisode 2 aussi. Il a un style ultra particulier et super fort.
Et d'ailleurs, un peu dans le même délire, est-ce que toi, maintenant que t'es un peu de l'autre côté, tu continues de regarder des animés? Comment ça a changé ta façon de visionner les trucs? Est-ce que tu regardes tes propres scènes? Genre, si t'as fait un animé, est-ce que tu peux le regarder? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème. Tu te positionnes comment, toi? Tu vois beaucoup les défauts et tu vois d'un nouvel œil, mais en même temps, ouais, j'arrive quand même à encore regarder des animés en tant que fan. Tu vois, j'essaie de poser le cerveau en tant qu'animateur et juste profiter du truc. Comme Dai, moi je suis un fan à la base. Là, j'essaie de regarder Dai en mode vraiment spectacle. Et sinon, mes plans, je les regarde et le problème, c'est que moi, dès que j'ai fait un plan, si je le revois un mois après ou un truc comme ça, je suis direct lassé en fait. Tu vois, je vois direct que j'aurais pu faire mieux et tout, et je me lasse super bien de ce que je fais. Et... Voilà. Du coup, je suis pas très fier de ce que je fais à chaque fois. Enfin, t'as toujours... Quand tu le fais, t'es content, et quand tu le revois, tu vois, c'est un problème, j'ai l'impression, commun à tous les artistes. Hein. Ah, c'est clair et net. Mais vas-y. Du coup, est-ce qu'il y a un animé en particulier où t'aurais aimé travailler? Genre, en dehors de Dai, puisque tout à l'heure tu nous parlais de Dai, mais. Que j'ai pas encore fait. Et qui aurait pu être annoncé, enfin, qui a déjà été annoncé, ou genre dans le futur. N'importe quoi. Même qui existe. Ben moi, je voudrais bosser sur. Vous voyez Megalobox? Ouais. Il y a une saison 2 qui arrive. Ouais. Moi, je suis un gros fan d'Ashtanojo, du coup. Megalobox, la saison 2, j'aimerais bien faire des plans dessus. Sinon, pense pas forcément. Hein. Là, je suis en train de me concentrer sur Dai. Du coup, ouais, non. À part Megalobox, là, tout de suite. Ok. Mais... Ok. Tant mieux, écoute, concentre-toi sur Dai. On est très content. On va pas s'en plaindre. D'ailleurs, Dai, du coup, t'as pensé quoi des 2 premiers épisodes? Vu que tu les as regardés en tant que fan et viewer aussi lambda, donc qu'est-ce que t'en penses de la série pour l'instant? Moi, je kiffe le Chara Design. Déjà. Ah, il est trop propre. Et en plus, tu vois, moi, j'ai vu vraiment les dessins bruts de la Chara Designeuse. Elle est tellement bien. Enfin, j'adore son style et tout. Après, et moi, j'étais fan aussi de l'ancienne série. Ouais. Super fan des seiyuu et tout. L'ancienne seiyuu de Dai, j'adore, tu vois. L'OST de l'ancienne série, j'adore aussi. Ça, c'est les points que je préfère peut-être de l'ancienne série. Mais sinon, le reste, tout ce qui est animation, direction artistique et tout, je trouve que c'est super bien quand même parce que, tu vois, c'est l'épisode 1, mais ils prennent le Chara Design de la fin du manga, tu vois, de Inada, ce qu'il fait à son apogée, en fait. C'est vraiment ce qu'il faisait à la fin de Dai, quoi. Parce que si tu regardes les premiers tomes de Dai, c'est assez hardcore, hein, c'est vieux quand même. Il y a une bonne diff, hein. Entre le tome 1 et le tome 37, il a progressé, hein. C'est une bonne idée, tu vois, d'avoir commencé l'animé, mais avec le Chara Design que tu trouves à la fin du manga. Après, t'as la 3D que j'aime pas vraiment. Genre les monstres. Dans l'épisode 1, c'est pas ouf. Dans l'épisode 2, c'est déjà mieux, tu vois. Le combat contre la Killer Machine, là. Ouais, le modèle de Dai n'est pas trop mal. Il est pas trop mal fait. Et après, t'as quand même des problèmes qui sont reliés à la 3D. Tu vois, il n'y a pas assez de déformation quand ils bougent, les cheveux et tout, ça reste fixe. T'as certaines ombres qui sont trop bizarres, qui sont pas du tout ce qu'on ferait dans l'animation 2D, tu vois. Du coup, tu vois un peu les défauts et tout. Mais ça reste que quelques plans. Du coup, moi, ça va, j'arrive à passer au-dessus. Et surtout, je me dis, tu vois, c'est que le début de la série, c'est contre un des premiers boss, on va dire, du manga, et déjà, c'est un peu empathique. Alors que dans le manga, mais les premiers combats, c'est tellement rien du tout. Comparé à ce qui arrive. Juste là, hein, sans spoiler, le combat contre la Killer Machine comparé à ce qui arrive juste derrière, donc notamment, je crois, à l'épisode 6 sur lequel t'as taffé. Parce que je crois que c'est là où il y a où il y a Crocodile qui va faire son apparition. Enfin, déjà, rien qu'entre ces deux-là, il y a un monde en termes d'intensité de combat, quoi. Donc, mais moi, il y a un truc qui m'inquiète, tu vois. C'est que vu que le combat contre la Killer Machine, c'était un des gros combats en fait du préquel, est-ce que la 3D, elle va être réutilisée comme ça à chaque fois que ça commence à vraiment bouger un peu Ouais, c'est ça, parce que j'ai peur. Ça, je sais pas, j'ai pas trop eu de déco de la 3D, mais ils veulent mettre quand même pas mal de 3D parce que si tu regardes les effets, les FX, c'est-à-dire tout ce qui est
flammes et tout, quand il lance des sorts, c'est de la 3D en fait. Ouais, nous, et ça, pour le coup, je trouve que ça passe plutôt bien. Ça va. Ouais, c'est pas. Genre... Nous, en gros, ils nous demandent quand t'as un effect à faire, donc tout ce qui est sort et tout. Nous, on ne décide pas l'effect en lui-même, mais juste. Comment dire, pas les contours, tu vois, mais vite fait l'endroit, le mouvement général que ça va être sur l'écran. Mais après, c'est eux qui le mettent. Et les effets, ça passe bien, mais après, tout ce qui est personnage, moi, je suis pas fan. Mais bon. Après, ouais, je sais pas. C'est une question de, comment dire, de balance, quoi. Si t'as énormément de Sakuga vraiment stylé et quelques scènes de 3D pour des mouvements de cam qui seraient un peu compliqués à faire en 2D, comme ce que c'est dans l'épisode 2, là, ben, je trouve que c'est pas trop mal, tu vois. Ça, un truc comme ça, par exemple, en 2D, ce serait compliqué à faire? En fait, ouais, j'ai regardé l'épisode, là, tout à l'heure. T'as deux séquences en 3D dans l'épisode 2. La première séquence, elle est assez faisable en 2D, je trouve. Ça bouge pas de ouf, la caméra et tout. Ça se fait en 2D. Ça peut se faire sans trop de difficultés. Par contre, la deuxième séquence, tu vois Dai qui monte sur le bras de la machine, là, avec la cam qui tourne et tout. Ouais, ça, c'est hardcore. C'est grave chiant à faire en 2D. Surtout que, en plus, peut-être une question bête, mais le fait que, comme c'était un robot environ plus ou moins à taille humaine, c'est-à-dire c'est pas un très gros robot, du coup, par exemple, tu peux pas t'aider de l'effet de gigantisme pour faire justement, pour t'aider des plans de caméra, c'est peut-être plus compliqué à ce niveau-là, non? Aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux pas faire par exemple courir Dai sur le bras, comme par exemple genre Zoro Pika dans One Piece, où là, bah forcément, si l'ennemi il fait 50 mètres de haut, tu sais, tu peux jouer un peu, tu peux rapprocher un peu sur le personnage. Alors que là, tout de suite, ça ferait peut-être plus bizarre. Je crois que c'est ça que tu voulais dire, non? Oui, voilà, c'est ça. Que le fait que l'ennemi soit pas gigantesque, au niveau de la caméra, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer, les scènes un peu d'escalade et compagnie, quoi. Ou par exemple, le bras, le bras, il pourrait un peu représenter, par exemple, en trait, si c'est une action rapide où le personnage va très vite, où tu peux un peu représenter limite le bras comme si c'était un peu du terrain, j'ai envie de dire. Tandis que là, comme l'action est pas non plus très rapide, d'une certaine façon, ça peut donner un peu plus, je sais, tu joues pas? Non, mais enfin, je sais pas, non, en 2D, mais t'as autant de possibilités de faire ce que tu veux. C'est juste, non, en fait, tout ça en 2D, ça se fait, non, mais c'est surtout. Mais même en 2D, t'as plus de possibilités de déformation des membres et tout que la 3D. Ouais. C'est plus simple, mais en fait, là où ils utilisent la 3D, c'est surtout pour tout ce qui est mouvement de cam. En 2D, le décor en 2D, c'est un dessin. Tu vois, si tu tournes autour, si c'est un pilier, le pilier, tu vois, il va pas se mouvoir avec les flammes. Et du coup, tu es obligé d'utiliser des techniques. C'est-à-dire, par exemple, en 2D, tu as plein de techniques du style, pendant une seule frame, tu caches l'écran comme ça, tu vois, avec une main du perso ou la tête en gros plan, un truc comme ça. Et sur le plan d'après, tu as le décor qui a changé d'angle. Et tu vois, le mouvement, quand tu regardes l'animé, tu as l'impression que la cam a bougé alors que c'est pas le cas. Et tu as plein de qui rendent vraiment stylé, mais c'est quand même galère à faire. Alors qu'en 3D, t'as ton décor de déjà fait. Tu te fais pas trop chier, quoi. Ouais, tu bouges la caméra autour du perso et c'est bon, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment pas chier. Alors qu'en 2D, tu faut vraiment réfléchir. T'as beaucoup plus de contraintes. Voilà. Okay. Mais c'est faisable. Hein. Tu demandes à Shida, il va te le faire. La technique, justement, la technique dont tu parles, là, de faire un peu des zooms, on le voit, il a fait une grosse séquence comme ça dans l'opening. Quand on voit tout le monde qui se bat contre Crocodile, la caméra elle tourne super bizarrement et en fait genre tu vois tous les 5 secondes ça fait voup comme ça et on n'a pas l'impression que le décor il est bizarre quoi. Ouais. Donc, mais c'est quand même un peu chelou par moment parce que t'as beaucoup de décors en 3D mais derrière l'anime. Toi c'est pas comme l'épisode 2 de Dai où t'as tout en 3D, là c'est vraiment t'as l'anime de Shida en 2D et derrière t'as du décor en 3D. Et tu vois, il y a des passages qui rendent bien, mais d'autres, moi, je me dis, ça fait un peu bizarre sur certains passages. Alors, je sais pas si c'est à cause des conditions, si c'est dû à la 3D ou pas, mais quand t'as, je sais plus quand c'est. Je crois, c'est quand Dai, il est pas avec Yunkel. Ouais. Il y a une rotation, et je la trouve bizarre, en fait. Je la trouve assez lente. Alors que l'anime, elle est dynamique. Enfin, je sais pas, il y a un truc chelou. Et je pense que c'est dû à la 3D, je suis pas sûr, mais. Ouais. Il y a moyen.
Ok. J'ai une autre question, et je pense qu'après on va passer peut-être aux questions des viewers qui nous ont donné dans les Discord. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, putain, ça passe si vite. Alors, ma question c'est du coup, sur quel projet, sur quel animé, sur quelle licence t'as préféré travailler jusqu'à aujourd'hui, ou ta meilleure expérience, on va dire, ta meilleure expérience en tant qu'animateur, et au contraire aussi la pire. La pire, waouh. Alors la meilleure je pense que c'est One Piece en termes de liberté. Ils m'ont laissé faire vraiment ce que je voulais et tout. Ça c'était vraiment cool. Dai aussi c'est pas mal, mais One Piece, tu vois ce que je disais au début, les impact frames, par exemple sur Pokémon ils me les ont dégagés, mais sur One Piece j'en ai mis plein et ils me les ont toutes gardées, tu vois. Ouais. Et après la pire, mais la pire. La pire ou la moins bonne. Je pense que c'est Shingeki, parce que Shingeki c'est super. Il y a énormément de traits. Donc quand tu regardes en tant que spectateur, tu fais pas trop gaffe, je pense, mais dès que t'as un perso qui commence à avoir beaucoup de traits dans les designs et tout, c'est une horreur à faire parce que tu te retapes sur chaque femme et ça devient infini. Et Shingeki, il y avait énormément de traits. J'étais tombé malade, je me souviens, parce qu'en plus je bossais pour OLM en même temps, tu vois, du coup je dois faire ça sur le temps libre, le soir et le week-end. Et genre, c'est un truc que j'aime bien regarder, mais que j'aime pas trop faire. Ouais. Ok. T'as plus ce problème sur Jojo par exemple? Si, Jojo aussi. Mais Jojo, j'ai fait que du Mugen. J'ai pas fait là vraiment. Ah oui, ouais, t'as pas fait de là, ok. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Jojo, c'est vrai. Donc j'y pense. T'as tapé sur Golden Wind? Ouais. La dernière saison. Donc t'as fait que du in-game. Ça, c'était à quelle période de ta carrière à peu près? Enfin, c'était après Boruto, je crois. Un peu après Boruto. Ouais, un peu après les 65, j'ai fait du Jojo. Ok. Ouais. D'accord. On va passer du coup aux questions qu'on nous a posées pour toi dans le Discord Team Manga. Alors, il y a Frosh qui te demande la scène dont tu es le plus fier. La scène dont je suis le plus fier. Comme je disais, j'en ai pas beaucoup, je suis très très fier, mais celle que j'aime le plus, elle a pas encore été diffusée, c'est pour un épisode de One Piece qui arrive dans un peu plus d'un mois, je pense, que j'aime bien. Mais j'essaie, tu vois, de faire mieux que la fois précédente à chaque fois, du coup, voilà. Et sinon, le Haki des rois que j'ai fait sur l'épisode 937, ça va, j'aime bien le rendu que ça fait. J'avais pas eu beaucoup de temps pour faire, il m'avait laissé une semaine, un truc comme ça, c'était vraiment le rush pour les aider. Et au final, je suis plutôt content de ce que ça donne. Donc, voilà. On l'a, donc si Muro, si tu vas la mettre, là vite fait, on a la scène. Ouais, alors on va la laisser lui mettre tranquillement. Et moi, je vais me la remettre comme ça devant moi aussi, au passage. Comme ça, je peux me la mater. On va tous la regarder ensemble. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'il y a un peu sinon? Je regarde. Hop. Alors j'avoue qu'elle était incroyable celle-là. C'est incroyable. Mais... Non, j'avoue qu'elle est pas mal, Franchement, pas mal du tout. Donc voilà. Ah. Est-ce que de Karl qui demande, est-ce que tu commences à travailler sur un reboot de Yu Hakusho? Bon, fais des clins d'œil. Ouais, non, là, c'est vraiment random. Là. Non, pas du tout. Ça a déjà répondu. Le studio avec qui il aimerait travailler, je pense que tu es bien chez OLM et Toei, c'est quand même incroyable aussi. Il y a un studio qui te parle aussi ou pas spécialement? C'est surtout les projets que je choisis. C'est plus les projets que les studios, ouais. Okay. Ouais. Dans le NDR, il y avait la question, est-ce qu'il y a un réal avec qui t'aimerais beaucoup taffer? Du coup, je pense que peu même réponse. Ou alors... Ouais, voilà. Mais là j'aime bien Ueda, le mec qui a fait l'épisode de Dai, sur lequel j'ai participé. C'est cool de bosser avec lui. Ok, il y a le staff de DBZ, moi je suis chaud. Tu m'étonnes. T'aimerais bien travailler sur Dragon Ball Super si suite il y a? Ouais. Peut-être que... Est-ce que tu travailles déjà dessus? Non. J'aimerais bien, mais pourquoi pas. Ouais. Là, ça dépend de la forme que ça prend et tout, tu vois. Ok. Il y a le Magna qui demande le meilleur et le pire aspect de ton travail.
Le meilleur et le pire aspect. Wow, le pire aspect, c'est la santé que tu sacrifies. Les grosses PLS, les grosses nuits, enfin pas nuits blanches, mais genre faire tes 90 heures par semaine, 2 mois d'affilée, ça fait mal. Sinon, les aspects positifs, c'est t'as l'impression de t'améliorer, d'apprendre des choses tout le temps en fait. Au Japon, comme je disais, t'as tellement de mecs super forts que pour apprendre, c'est vraiment un bon milieu, un bon environnement. Surtout quand t'as un senpai dans la boîte, donc un mec qui peut t'apprendre, qui peut te corriger et tout. Ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir à OLN. Ça, c'est vraiment cool. Mais après, bah ouais, voilà quoi. Enfin, bosser sur des animés, tu te dis, enfin, des animés que tu regardais quand t'étais gosse, parce que là, c'est la période des remakes en plus. Ouais. Vraiment, c'est la. Tout ce que je matais quand j'étais petit, bah, ils le refont, tu vois. City Hunter, Die, Dragon Ball. Voilà quoi. Ça, c'est infini. Du coup, ça, c'est cool. C'est clair. Il y a Iwayne qui demande quel est ton animé préféré? Animé préféré de tous les temps. De tous les temps, je suppose. L'animé, mais on va dire Dragon Ball, mais c'est tellement évident que voilà. Dragon Ball. La dictature c'est plus. Ashtanojo. Ashtanojo 2 en animé, la saison 2 est ouf. Ouais. Et le manga, tout c'est nul. C'est clair. Voilà. Je vais avoir des questions, mais on en a répondu à pas mal déjà de base. Ouais. Le réalisateur avec qui tu voudrais bien animer une série, je te demandais. Ouais. Quelles sont ses sources d'inspiration? Ryuko qui demande. Des sources d'inspiration. Mes sources, les animateurs que j'avais cités tout à l'heure. Voilà quoi. Après, les sources d'inspiration. Non mais ouais, je prends juste des animateurs, des séquences que j'aime bien qu'ils ont fait, et je vais essayer de me poser des questions, comment ils ont fait ça, tu vois, comment ça se fait que ça rende mieux que ce que j'ai fait moi par exemple. T'essaies de gratter un peu des tips, quoi, des espèces d'astuces, et de le faire après à ta propre sauce, tu vois, mais enfin de s'inspirer, ouais voilà, des cuts qui t'ont plu toi-même, personnellement. Ok. Il y avait Cielo qui demandait aussi les conditions de travail chez WIT, c'est comment? Parce que je pense oui, t'as pas directement bossé enfin dans leur quoi avec eux, mais plus en freelance. Mais c'est vrai que WIT est assez connu pour des conditions, disons un emploi du temps assez. Quel terme on pourrait dire pour WIT? Compliqué. Pas mal géré non plus, je dirais, ouais. Mais assez compliqué. Et du coup, est-ce que par exemple ils te demandaient des cuts très rapidement, dans des délais très serrés, etc. Peut-être, je ne sais pas. 8, j'avais été juste pour faire la réunion avant de bosser sur l'épisode, mais sinon, ouais, j'ai bossé de chez moi. Et mais conditions de travail, mais c'est hardcore, mais c'est un peu comme partout. Toei, c'est super. C'est un sacré rythme à tenir, quoi. Genre, Shingeki, j'avais fait mes. Ouais, c'était super. Je crois que j'avais eu 2 semaines, un truc comme ça pour faire mes plans. Ah ouais. Normalement, c'est plutôt 1 mois, quoi. On a 2 semaines pour faire tes plans, et en plus, comme je suis en freelance, j'ai un métier, quoi, à côté. Je peux pas être à fond. Donc j'avais fait ça en 2 semaines. Et après, ils te renvoient les plans, corrigés, et tu dois faire une Nigen. Et une Nigen, il m'avait demandé un truc style, mais on les veut pour demain ou après-demain. Quel enfer. Mais ça arrive vraiment souvent dans l'animation japonaise. Dans la plupart des studios, la plupart ont des emplois du temps. Ouais, compliqué. Ça t'est déjà arrivé de rendre des projets, enfin des travaux en retard? Quand je bosse en freelance, vu que je connais, tu vois, c'est pas la boîte dans laquelle je bosse, et t'essaies toujours de faire bonne impression et tout quand même. Ouais, bien sûr. Jamais rendu en retard pour tout ce qui est Toei, 8 et tout. OLM, ça m'arrive, mais parce que les emplois du temps, ils sont tellement mal gérés. Tu vois, tu commences à bosser sur un épisode, et ben ils te renvoient les Nigen de l'épisode d'avant. Tu dois tout faire en même temps. T'es là, mais non, c'est impossible. Et donc, c'est compréhensif. Tu vois, ils te laissent quelques jours de plus. Okay. Ça t'est jamais arrivé? Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, justement, de bosser avec plusieurs studios en même temps en freelance
et que chacun justement arrive et te font un coup comme ça du mot en genre comment dire, en mode tiens il faut que tu fasses ça pour demain ou autre, et vraiment que tu étais face à un conflit et que tu as dû dire à certains non je peux pas ou autre. Mais pas jusqu'à dire je peux pas, mais ma plus grosse PLS c'était quand j'étais sur Pokémon et je bossais sur un épisode de One Piece. Et t'as les Nigen de Dai qui sont arrivés en même temps, comme par hasard. Parce qu'en fait, les Nigen, tu sais jamais quand ça arrive, ça peut prendre des mois en fait. Ça dépend vraiment de la production et tout. Et comme par hasard, quand je prends des plans de One Piece, t'as les plans de Dai qui arrivent en même temps et ils les voulaient assez vite. Du coup, j'étais sur 3 projets en même temps. Et là, c'était chaud. Ah, mais je suis étonné, surtout au niveau de la Toei, ça veut dire que ouais, donc du coup, il n'y a pas tant en fait peut-être de coordination entre les équipes de production. Non. Quand les projets, c'est des teams différentes, ils s'en foutent complètement. Mais surtout quand t'es freelance, t'es pas dans la boîte, du coup, ils s'en foutent un peu. Tu vois, ils te donnent le travail quand c'est prêt, tu dois le faire. Et tu vois. Ouais, je suis étonné que j'aurais pensé, au moins dans une boîte comme la Toei, qu'il y aurait peut-être eu un coordinateur entre les projets justement pour éviter ce genre de cas. Je suis étonné. C'est clairement pas leur problème. Hein. Ouais, bon, voilà. Bon, on arrive tranquillement sur la fin, là. Ça fait déjà plus d'une heure et quart qu'on est ensemble. C'est passé si vite, bordel. Ça passe tellement vite. Du coup, on te retrouve bientôt sur l'épisode 6 de Dai. J'ai hâte de voir on a tous hâte, je pense, de voir ton plan, ta scène. D'ailleurs, si elle sort et qu'on essaiera de la placer dans le petit manga show, d'ailleurs, de la semaine où ça sort, comme ça, on pourra la montrer un peu aux gens. Et actuellement, tu travailles sur quoi? Toujours sur Dai, tu m'as dit? Sur Pokémon, je suppose? Là, je suis sur le film Pokémon. Coco, ouais. Et Dai, j'attends mes retours. Ouais. Ok, là, c'est les 2 seuls projets sur lesquels actuellement t'es? Voilà, je me suis un peu calmé parce qu'après le combo One Piece Dai et Pokémon en même temps, ça m'a un peu décalqué du coup. Là, j'essaie de freiner un petit peu là. Ok. Bon, c'est quand même un truc doux de se dire, là, on est en train de parler depuis tout à l'heure avec un mec qui travaille sur Pokémon, sur One Piece. J'arrive pas, je viens de me rendre compte là, à l'instant. En tout cas, c'est très très cool que tu sois passé. Je suis très très content. Enfin, on est tous très contents, je pense. Merci beaucoup à toi d'être. Merci à vous. De ton temps. Il est si précieux. En plus, ouais. Donc, j'espère que ça t'a plu. C'était cool. Merci à ceux qui ont posé des questions aussi. Bien sûr. Et là, je suis sûr. Malheureusement, on n'est pas en live parce que bon, voilà, il est au Japon. C'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début. Faudra bien le préciser avant de lancer le truc parce que on n'a pas dit une seule fois. On le dira pendant le live. On le dira pendant le live. Mais après, vu qu'il est au Japon, c'est comme pour Renato, la même chose. On a dû tourner un petit peu en avant. Mais c'est pas grave, dans tous les cas. Tu regarderas la rediff, au pire, si tu veux voir les commentaires des gens, etc. Mais je sais que là, je suis sûr que dans le chat, il y a 50 000 questions. Et malheureusement, on peut pas y répondre. Mais c'est pas grave. Allez suivre Sanda sur les réseaux. C'est AG. Je mettrai les liens. On mettra les liens YouTube, Instagram, Twitter. Si vous voulez voir son travail, si vous voulez lui poser des questions, etc., je pense qu'il se fera une joie de vous répondre. Merci à toi, Sanda. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite on termine toujours l'émission par une petite recommandation. Donc, vu que tu seras pas là pendant le live, nous on va les faire en live après. Mais toi, si tu as un petit truc, un artiste, un manga, une chaîne YouTube, un animé, n'importe quoi, quelque chose que tu as envie de présenter aux gens rapidement, franchement. Ashtanojo, je l'ai dit 40 fois, mais Ashtanojo. Une chaîne YouTube, il y a les disciples d'Avan qui est une chaîne spécialisée sur Dai et qui sont en train de faire des reviews sur chaque épisode et c'est assez cool. Ils font des recherches sur le staff et tout. Donc les disciples d'Avan sur YouTube. Les disciples d'Avan, très bien. On note et on mettra le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir. Merci Sanda, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne nuit parce que chez toi il est tard. Bonne journée à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Et de toute façon, t'es le bienvenu, encore une fois. T'es chez toi, Team Manga Show, c'est chez Sanda, c'est pareil. Non, c'est la famille maintenant, Sanda, c'est incroyable. Franchement, t'as de la chance de ouf. Enfin, t'as de la chance, c'est du travail ce que tu fais. C'est beaucoup de travail. C'est pas de la chance. J'aime pas dire c'est de la chance. Mais. C'est de l'opportunité, quoi. C'est quelque chose de ouf. Je sais pas si toi tu te rends compte vraiment de ton point de vue en tant que t'es loin, tu
tu travailles tous les jours, etc. Mais d'un point de vue extérieur, nous, voilà, les petits Français en France, voilà, nous dire que tu représentes un peu, tu vois, tu représentes, t'es là, tu travailles sur One Piece, tu travailles sur des grosses séries comme ça, et ça fait plaisir de voir des Français, que ce soit toi, Ken, Mehdi et plein d'autres mecs du milieu. Ça fait vraiment plaisir de voir que les Français ont une place au Japon, quoi, dans le monde de l'animation. Donc bravo à toi. Merci beaucoup. Thank you.